Et enfin, Madame Oumi Diop, sage-femme. Merci. Messieurs, dames, nous allons attaquer le vif du sujet. Je le disais tantôt, le taux de prévalence au Sénégal pour ce qui est de la contraception, en tout cas, est en hausse, 21% en 2015. Un chiffre qui a été publié par l'ONG Marie Stopes. Les femmes qu'on a interrogées, en tout cas, dans ce reportage, nous expliquent le pourquoi elles utilisent cette méthode contraceptive. Nous avons également des dames qui nous disent pourquoi elles ne souhaiteraient pas que des jeunes puissent avoir accès à ces méthodes contraceptives. C'est avec Ndeye Fatim Lo. 21%, c'est le taux de prévalence de la contraception en 2015 au Sénégal. Selon certaines femmes rencontrées, des raisons expliquent la pratique. Ce n'est pas parce que les femmes ne veulent pas avoir d'enfants, mais c'est parce que la vie est dure. Pour offrir à ces enfants une bonne éducation, il faut mettre au monde un minimum d'enfants. Ce n'est pas bien de mettre au monde des enfants à tout moment. C'est dur d'accoucher. Donc nous discutons avec nos maris pour utiliser les contraceptions et espacer les naissances. Contrairement à ces dernières, cette femme estime qu'une femme mariée ne doit pas utiliser de méthodes contraceptives. Quand on est marié, on ne voit pas la nécessité d'utiliser les méthodes contraceptives. Si on l'utilise, c'est parce qu'on a quelque chose derrière la tête. Mais si vous suivez les recommandations de l'islam, vous ne devez pas les utiliser. Pour moi, les contraceptions, ce sont les célibataires qui l'utilisent. Cependant, de nombreuses jeunes filles célibataires ont recours à ces contraceptions pour ne pas tomber enceinte, ce que fustigent ces dames. Quand on parle de contraception, c'est pour les femmes mariées, mais les célibataires ne doivent pas l'utiliser. Cela peut avoir de nombreuses conséquences pour leur santé quand elles vont se marier. Elles peuvent avoir des difficultés pour avoir des enfants. Elles ne veulent pas tomber enceintes, c'est pourquoi les célibataires le pratiquent. L'ambition du gouvernement sénégalais est d'atteindre le taux de contraception de 40% d'ici 2020. Marie Stopes, une ONG qui promeut la santé de la reproduction, croit que l'objectif est loin d'être atteint. Toutefois, ces femmes rencontrées soutiennent que ces contraceptions ne doivent pas être accessibles à tous. Merci Ndeye Fatim Lo. Juste préciser aux téléspectateurs que vous avez la possibilité de vous intervenir dans cette émission. Vous n'avez qu'à faire le 88 628 11 22 et vous pourrez également participer à cette émission. Monsieur Wan, vous avez suivi l'élément de Ndeye Fatim Lo. Les avis sont mitigés. Tous ne partagent pas en tout cas l'idée que l'on se fait de la contraception. Votre premier commentaire? Merci de nous recevoir. Mon premier commentaire consisterait à dire que dans une société comme la nôtre, on ne peut pas avoir des avis similaires surtout. Il y aura toujours principalement deux camps, surtout pour ce qui est de la contraception. On sait que c'est pratiquement une nouveauté entre guillemets qui est importée. Ce n'est pas quelque chose vraiment venant de chez nous. Par des méthodes contraceptives modernes, bien entendu. Pour ce qui est de ce cas, bon, il faut dire que le Sénégal, c'est toujours une société écartélée entre deux types de sociétés. Une société traditionnelle, conservatrice, et une société qui tend à se moderniser, qui épouse peut-être ce qui se fait en Occident, ou qui épouse en tout cas les temps modernes. Donc cela va se vérifier partout, que ce soit dans le domaine de la contraception, dans le domaine des idées, dans le domaine de tout ce qu'on veut de la vie. On trouvera toujours deux camps, certains qui seront pour et d'autres qui seront contre, certains qui diront que vraiment là on est en train de recopier, d'imiter les Occidentaux, d'autres qui diront oui, il faut toujours conserver ce que les mâmes, c'est-à-dire nos ancêtres, ont eu à dire. Donc d'une manière générale, c'est ça. Moi, cet élément m'inspire plusieurs choses. Déjà, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'au sein même des femmes, il y a des avis divergents. L'une des femmes a donné des avantages de la planification familiale, de la contraception. Elle a parlé de la vie dure dans laquelle nous vivons et de l'importance de pouvoir éduquer correctement ses enfants. Elle a parlé des aspects santé, en disant que faire beaucoup d'enfants de manière très rapprochée, c'est pas toujours un avantage pour la femme. Donc, et
ce qui est également intéressant, c'est un peu l'avis complètement divergent d'une autre dame qui dit que la contraception doit être réservée aux femmes mariées. Oh, non, qui dit qu'une femme mariée ne doit pas pouvoir utiliser la contraception. Ce qui est quand même assez contradictoire avec la troisième personne qui a été interviewée qui dit que justement la femme mariée doit avoir accès à la contraception, mais pas les femmes célibataires. Ça pose plusieurs questions, notamment le contrôle sur la sexualité, et également le contrôle sur les fonctions de la reproduction. Et en tant que juriste, moi tout de suite, ça me fait penser à l'article 14 du protocole de Maputo, qui parle justement des droits de la femme en matière de santé de la reproduction. Et ce qui est également intéressant, c'est que toute cette histoire de contraception ne s'est pas faite ex nihilo. Il y a le point de vue de l'État, des raisons d'État qui font qu'aujourd'hui au Sénégal, l'État est très conscient des avantages de la contraception en termes de démographie, en termes de dividendes démographiques, etc., etc. Donc je pense qu'il ne faut pas jeter, il y a beaucoup de choses, il ne faut pas... Nous allons on va essayer de décortiquer au fur et à mesure. Madame Diop, vous avez suivi l'élément. Comment analysez-vous ce que disent les femmes en tout cas? Merci madame, je vous remercie. Je profite de l'occasion pour vous saluer et saluer les personnes avec qui nous partageons ce plateau. Et cet élément ne fait que refléter le niveau d'information et d'imprégnation, je crois, de la population. Les niveaux d'information diffèrent. Il y en a qui sont peut-être mieux informés par rapport aux autres. Malheureusement, il y a des préjugés peut-être qui vont toujours rester et qui demeurent. Mais moi, je crois que c'est tout simplement le niveau d'information. Et ce qui fait que nous, en tant que prestataires de services, on doit continuer à renforcer l'information et la sensibilisation de la population pour qu'elle aille vers la contraception. Imam, forcément, quand on parle de contraception, tout le monde pense aux religieux. Votre commentaire? Oui, moi, ce que je déplore en tant que religieux, en fait, dans ces méthodes de contraceptives, qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes filles et de garçons, en fait, qui se réfugient, n'est-ce pas, pour s'adonner donc à un libertinage en fait sexuel sans merci. Autrement dit, en fait, les méthodes contraceptives sont aujourd'hui à la base en fait de la propagation en fait de l'adultère. D'accord. Madame Soukaina Diallo, j'en reviens à vous. 21% de taux de prévalence. Quand vous entendez cela, est-ce que vous avez le sentiment que les efforts qui sont en train d'être déployés en matière de planification familiale, que le Sénégal, disons, a atteint les objectifs qui s'est fixés? Je pense que les efforts sont importants, mais qu'on est loin d'avoir atteint les objectifs que l'État s'est fixés. Je vais pas donner de chiffres, mais j'aimerais bien que Madame la sage-femme puisse donner le chiffre. Mais je pense que le taux de satisfaction, de non-satisfaction, des besoins non satisfaits est assez important. Je pense qu'il tourne autour il est de plus de 20 à 30%. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, il est relativement élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez 10 femmes qui ont besoin d'avoir accès à une méthode de contraception, il y en a au moins 3 qui n'ont pas accès à la méthode de contraception. Et ça, si on regarde, je suis juriste donc je peux parler que de ce point de vue-là, si on regarde le nombre de femmes qui sont en prison, une femme sur 5 qui est en prison soit pour un infanticide ou une tentative d'avortement. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin qu'il faut combler. Je vais un peu lancer une pique aux religieux, mais je crois que nous sommes dans une ère dans laquelle il faut regarder les choses en face. Moi je dis toujours qu'on ne partagera la tombe avec personne. Et que si on est sûr qu'il y a des gens qui sont actifs sexuellement, il vaut mieux leur donner accès à une méthode de contraception, bien entendu,
en leur disant que la meilleure manière, c'est de s'abstenir, et qu'à défaut de pouvoir s'abstenir, il vaut mieux se protéger. Quand on parle de santé de la reproduction, d'accord, mais là, nous parlons de planification familiale. Planification familiale, est-ce que cela veut dire que ça concerne que les femmes mariées ou c'est les adolescents, c'est tout le monde qui est inclus? Ça concerne les gens qui sont actifs sexuellement. D'accord. Point final. Quel que soit le statut matrimonial. Madame Diop, vous êtes sage-femme, la couche de population, en tout cas le niveau pour les gens que vous recevez, c'est principalement des jeunes ou c'est des personnes mariées ou comme disait tout à l'heure Madame Diallo, pardon, que c'est en tout cas de manière assez diversifiée. Oui, c'est ça, c'est de manière diversifiée, c'est un tout, c'est pas limité chez les femmes mariées ou les femmes non mariées. C'est l'expression de besoin. Toute personne qui a besoin d'une méthode contraceptive et qui est apte à la méthode contraceptive, ses besoins doivent être satisfaits. Maintenant, on ne doit pas, et nous ne sommes pas appelés à donner des méthodes contraceptives de façon fermée, de façon à l'aveuglette. Il y a toujours des préalables, des dispositions à prendre avant de donner une méthode contraceptive. Il faut d'abord connaître la personne, ça veut dire l'interroger, savoir ses besoins, mais aussi l'examiner pour voir est-ce qu'elle est en mesure de prendre telle ou telle méthode contraceptive. Nous ne facilitons pas l'accès aux méthodes contraceptives à n'importe qui. Par exemple, les jeunes filles ou autres. C'est-à-dire ce qu'on prône, ce qu'on... comment on l'appelle encore, Vous essayez de les sensibiliser pour que les jeunes puissent avoir accès à ces données-là. Ce qu'on vise le plus, c'est l'abstinence chez les non-mariés et qu'on les conseille d'abord de s'abstenir. Si maintenant elles ne peuvent pas s'abstenir ou elles ne veulent pas s'abstenir, là, on leur dit de se protéger. Est-ce que vous ne rejoignez pas ce que disait tout à l'heure Imam, que vous encouragez en quelque sorte le libertinage? Non, ce n'est pas l'encourager. J'ai dit, à premier lieu, on leur dit de s'abstenir si elle est non mariée. Parce que chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients et ses indications aussi. Des indications. Donc, il y a d'abord l'abstinence. Ensuite, si la personne ne peut pas s'abstenir, là, on va rejoindre Madame la juriste qui a dit que mieux vaut faire une contraception que de se retrouver à la prison à cause d'un avortement provoqué ou d'un infanticide. Donc, d'abord, il y a l'abstinence et on leur explique qu'il y a telle ou telle méthode. Si vous prenez telle ou telle méthode, ça ne vous empêche pas d'avoir une infection sexuellement transmissible. Donc, le mieux, pour éviter d'avoir une infection sexuellement transmissible ou une grossesse non désirée, alors que vous n'êtes pas marié, le mieux c'est de vous abstenir. Parce que même si vous êtes sous méthode contraceptive, il y a des méthodes qui ne peuvent pas vous protéger contre les infections sexuellement transmissibles. Et dans les infections transmissibles, il y a le sida qui est à l'intérieur. Donc, ce n'est pas quelque chose, on ne les pousse pas à aller vers la contraception, non. Mais on les conseille d'abord. On les explique d'abord, il y a l'interrogatoire. Ensuite, on examine pour voir est-ce que cette personne-là sera capable de prendre telle ou telle méthode contraceptive. Monsieur Wan, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière pour essayer de voir le contexte. Comment en est-on arrivé à ce stade? Est-ce que c'est parce que les femmes aujourd'hui sont beaucoup plus entreprenantes côté professionnel et qu'elles n'ont pas trop le temps pour pouvoir s'occuper d'enfants? Parce qu'on a lu dans la presse quelque part où on dit 21% de femmes utilisent la contraception pour ce qui est du Sénégal. Aujourd'hui, est-ce que c'est le niveau intellectuel ou en tout cas le côté professionnel des femmes qui explique cela? Non, je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Il n'y a pas que le niveau professionnel. Il y a le fait que nous évoluons de plus en plus dans un monde où ce que j'appelle il y a un développement de l'individualisme. Et également, il y a un autre fait, nous évoluons également dans un monde ou bien dans un contexte où il y a un développement des villes, c'est-à-dire des lieux de perdition. Tout ça pousse à donner à l'individu une certaine individualité. Il se reconnaît, il se connaît, il sait qui il est,
il sait comment il est, il sait ce qu'il doit faire, il sait comment aussi se faufiler dans les méandres de la société pour échapper au regard de la société en tant que telle. Oui. Tout ça fait que, qu'on soit marié, qu'on soit non marié, qu'on soit célibataire, on a tous une activité sexuelle. Et quand nous avons une activité sexuelle et qu'il se trouve que nous vivons, que nous évoluons dans une société où encore la morale réprouve une certaine activité sexuelle hors mariage, bon, il est vrai que s'il y a des palliatifs comme la contraception, beaucoup de personnes vont s'y réfugier, etc. Moi, je ne parlerai pas, comme ils l'ont dit, de libertinage sexuel, ou bien qu'on encourage, ou bien qu'on décourage. Je pense qu'en tant que sociologue, il faut lire juste ce qui se passe dans la société et essayer de voir comment accompagner ce mouvement-là en tant que tel, sans pour autant essayer de moraliser les gens. Parce que la moralisation, en tout cas pour les sociologues, c'est une moralisation qui s'accompagne avec l'évolution des sociétés. On ne peut pas ne pas prendre en compte l'aspect selon lequel, de manière générale au Sénégal, les parents n'ont pas pour habitude de parler avec leurs enfants de sexualité. Peut-être que c'est pour cela que ces personnes se dirigent vers les centres ou en tout cas les espaces qui ont été aménagés pour leur permettre de pouvoir se renseigner. Les parents ici, en tout cas au Sénégal, n'ont jamais eu l'habitude de parler de sexualité avec leurs enfants depuis les temps immémoriaux. Si on prend les sociétés traditionnelles, il y avait toujours pratiquement un groupe, je dirais même une caste, qui était réservée pour parler de sexe plus facilement que les autres groupes. Il y avait les Laobé par exemple. Quand il y a mariage, automatiquement, on cherche une laobé qui va accompagner la nouvelle mariée pour lui dire c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Bon, maintenant, nous n'avons pas de laobé, mais nous avons des écoles, nous avons Internet, nous avons beaucoup de choses, ce qui fait que l'individu, il a plusieurs sources d'informations pour aller vraiment s'informer par rapport à la sexualité en tant que telle. Il faut arrêter peut-être de taper sur les parents. Peut-être qu'ils ont un rôle, certainement, mais là, actuellement, dans le contexte où nous évoluons, ils n'ont pas une autorité forte pour pouvoir vraiment peser chaque fois sur le devenir de leurs enfants, sur le devenir des individus. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les jeunes filles, les femmes, tout le monde passe hors de la famille. La plupart du temps, moi, ça fait peut-être depuis 8 h du matin, je suis sorti de chez moi. Oui. Jusqu'à présent, c'est 21 h, 22 h. Je ne suis pas rentré chez moi. Qu'est-ce qui s'y passe? Je ne sais pas. Donc, nous tous, nous sommes un peu plongés dans cette ambiance-là en tant que telle, ce qui fait qu'on est des individus, on évolue. Il n'y a que notre conscience peut-être qui pourrait nous guider. Cette conscience-là qui est adossée peut-être à la religion, qui est adossée à la moralité, qui est adossée peut-être au fait qu'on pense à nos parents, ce qu'ils penseraient de ce que nous ferions, etc., ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qu'il y a lieu, encore une fois, c'est de se dire, oui, la contraception, elle est là. Pourquoi elle est là? Comment allons-nous l'utiliser vraiment pour arriver vraiment aux fins auxquelles nous nous attendions le plus? Imam, vous partagez les arguments qui ont été développés tout à l'heure? Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière pour rappeler que les questions en général qui touchent à la reproduction humaine, que ce soit l'espacement des naissances, la limitation, les questions liées à la contraception, liées également à l'avortement, sont des questions en fait d'une extrême sensibilité, n'est-ce pas, auxquelles nous devons faire très attention en tant que croyants. Que dit l'islam par rapport à la contraception? Ça touche à la vie humaine. Et comme vous le savez, la vie humaine, elle est tout à fait sacrée. Et c'est à cause d'ailleurs de sa sacralisation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran que quiconque tue une personne non coupable, n'est-ce pas, de meurtre ou de corruption, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. De même, quiconque sauverait une vie humaine, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. Donc, nous devons faire très attention donc à ce genre de questions, n'est-ce pas? Parce que c'est la vie humaine. Donc, pour cela, l'islam n'apprécie guère les méthodes contraceptives. Mais il y a des cas, en fait, pour des raisons peut-être purement médicales. Là, l'islam cautionne en fait l'usage des méthodes contraceptives. Mais pour éviter d'en arriver à l'avortement clandestin, est-ce qu'il n'est pas toléré que les gens puissent avoir accès à ces méthodes? Non, peut-être c'est une question d'éducation sexuelle. Il faut éduquer les gens, les éduquer de façon religieusement en fait, n'est-ce pas? Parce que vous savez, pour moi, ce n'est pas une raison quand même d'adopter des lois en fait comme la loi, par exemple, adoptant l'avortement médicalisé pour viol ou non, non.
c'est une question d'éducation. Il faut éduquer les gens, il faut les sensibiliser, en fait, les former davantage pour qu'ils ne se retrouvent pas dans de pareilles situations. D'accord. Madame Diallo, j'en reviens à vous. La position de Imam Matar Ndiaye ne semble pas faciliter les choses. Parce que c'est ce genre de position qui explique que des fois, il est difficile d'appliquer certaines politiques relativement à la planification familiale. Je crois qu'il y a plusieurs choses dans ce que Imam dit. Déjà, je pense qu'au sein même de la communauté des savants, ceux qui connaissent l'exégèse, ceux qui connaissent bien le Coran, il y a des personnes dignes de foi qui, sur des bases objectives, disent que la contraception n'est pas interdite par le Coran. Donc déjà, ça, je voudrais faire cette précision. Et je pense qu'il ne faut pas confondre également contraception et avortement. C'est deux choses complètement différentes. Et je pense que nous sommes ici pour parler de contraception. Elle m'a interpellé sur la question de l'avortement. Et je crois qu'il ne serait pas inutile de parler, de revenir sur la définition de la contraception. Il me semble, je parle sous le contrôle de Madame la sage-femme, que la contraception, c'est une forme de régulation des naissances. Oui. Tout simplement. Et je ne vois pas comment on peut dire que l'islam interdit qu'on régule les naissances, ne serait-ce que pour, quand on se réfère à la tradition où on dit qu'une femme doit allaiter pendant 2 ans son enfant, c'est une manière de favoriser une contraception naturelle, parce que souvent les femmes qui allaitent ne sont pas en mesure de faire des enfants. Quand on écoute Madame Diop, ce ne sont pas seulement les femmes mariées qui sont concernées, il y a des jeunes filles également. Tout à fait, ça c'est la première chose, au sein même des femmes qui sont dans les liens du mariage. Maintenant, les femmes qui ne sont pas dans les liens du mariage, qui décident d'avoir des relations sexuelles, parce qu'il faut parler de... Il faut dire les choses. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir les fouetter et leur dire non, vous n'allez pas prendre la contraception, c'est interdit, non, vous n'allez pas avoir des rapports sexuels. Je crois que nous avons un rôle à jouer en tant que parents au sein de notre famille. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Wan. On a beau être occupés, mais je pense que notre responsabilité en tant que parents, c'est de nous occuper de nos enfants et de leur dire ce qui est bien du point de vue de la religion, du point de vue de notre culture, du point de vue de notre histoire familiale. Et mettre des garde-fous. Et quand on a fait notre devoir en tant que parents, c'est d'avoir la lucidité d'observer. Et si on se rend compte que nos enfants dévient de la voie qu'on leur a tracée, mais si on ne peut pas leur parler directement, mais les orienter vers des personnes qui peuvent leur parler, qui les ramènent sur le droit chemin, entre guillemets, et le cas échéant, leur donner la contraception. Parce qu'on voit de plus en plus des jeunes, très jeunes, qui ont des rapports sexuels non protégés. Moi, personnellement, je travaille dans le domaine du VIH-Sida. Et il y a des très jeunes garçons et filles qui ont non seulement des rapports sexuels, mais qui sont contaminés par le virus du sida. Donc, Madame la sage-femme l'a rappelé tout à l'heure. Donc, je pense vraiment, Imam, que la contraception, c'est d'abord une méthode de régulation de naissance qui est autorisée dans notre pays par la loi. Peut-être ça ne plaira pas à certains, mais jusqu'à preuve du contraire, on est dans un État laïque. Et la loi du Sénégal autorise l'accès, bien sûr encadré, à la contraception à tout être humain, quel que soit son âge. C'est ça la loi sur la santé de la reproduction. D'accord. Alors, Madame Diop, est-ce que les contraceptifs sont disponibles au niveau des structures sanitaires? Bien sûr, parce qu'il y a eu des modifications par rapport à la disposition, à l'accessibilité du produit. Le circuit du produit a été modifié. Il y a maintenant ce qu'on appelle le push model, c'est-à-dire le produit est amené directement du fournisseur jusqu'au niveau du point de prestation. Ce qui fait que c'est accessible. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'accessibilité? Ce n'est pas quelque chose qu'on doit, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des indications. Il y a des indications. Ce n'est pas donné à tout le monde,
n'importe quelle personne d'être sous méthode contraceptive. Vous savez, j'ai l'impression qu'on a axé l'utilisation des méthodes contraceptives chez les jeunes non mariés. Mais il y a des indications et les indications sont larges. Il y a des femmes mariées, il y a des femmes à qui obligatoirement on doit leur mettre sous méthode contraceptive. Parce que c'est l'indication, c'est leur vie qui est en danger. Donc ces pour raison médicale. Donc c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, pour raison médicale. Mais dans le lot, chaque personne, dans l'expression des besoins, chaque personne qui a besoin d'une méthode contraceptive, même si elle est célibataire, même si elle est jeune, elle doit être encadrée. Il se peut qu'après discussion avec cette personne, peut-être qu'elle ignore beaucoup de choses, peut-être qu'elle n'a pas été informée. Si on l'informe, elle peut ne pas utiliser une méthode contraceptive et s'abstenir. On reçoit pratiquement n'importe quel âge de jeunesse qui tombe en état de grossesse et qui sont parfois des élèves. Il y a des cas de grossesse qui sont quelquefois signalés au niveau des établissements. Est-ce que le travail que vous effectuez touche également cette frange de la population? Si, parce que nous faisons des causeries de sensibilisation, même si c'est limité. Peut-être, vous allez me dire, on ne va pas vers les écoles pour faire des causeries. Parce qu'il y a d'autres professionnels qui sont dans les écoles. C'est les assistants, c'est les profs d'économie familiale. Au niveau des établissements privés, il y a des centres ados. Il y a des centres ados, des centres sociaux qui sont là et qui sont là pour sensibiliser les jeunes, non seulement sur la contraception, mais sur les infections sexuellement transmissibles et les autres infections à risque. Donc là, c'est un ensemble. Nous n'allons pas. Ce qu'il fallait dire, c'est d'élargir l'information, l'apprentissage, informer les personnes, surtout les jeunes, par rapport les jeunes ados, par rapport à la sexualité. Parce qu'en général, elles copient, ou ils, les jeunes, de manière générale, les ados, copient. Ce qu'ils observent ou regardent au niveau de l'Internet, ils copient ça, parce qu'ils c'est des ignorants. Donc ces personnes-là, il faudra les encadrer et les informer d'abord au niveau de l'école. Et même, je crois que maintenant, il faut aller beaucoup plus bas. Il y a l'éducation qui est là, bien éduquée. Il faut aller beaucoup plus au niveau le plus bas. Dès l'école primaire, peut-être en classe de CM2 ou CM1, pour ensuite prolonger vers le cycle secondaire. Mais nous recevons des écolières qui ont l'âge de 15 ans, en classe parfois d'examen, soit du DFM ou baccalauréat, qui malheureusement arrêtent leur apprentissage, leurs études, parce qu'elles sont tombées en état de grossesse. Et peut-être que si cette personne-là, et parfois même c'est entre écoliers, d'une même classe, donc si ces personnes-là, on les avait encadrées, on les avait informées par rapport à la sexualité et éviter d'entrer ou de faire des tabous, parler vraiment de la sexualité, là peut-être que... Ce travail-là, vous avez associé les religieux? Non, ça à notre niveau, nous en tant que prestataires de services, j'avoue qu'on ne sort pas, à part les causeries que nous allons faire dans des quartiers, il y a des cibles, il y a des personnes cibles. Soit on cible les ados du quartier avec les ASC, les groupements féminins, les associations de femmes. Là, on les cible pour des causeries sur tel ou tel thème. À mon niveau, moi, personnellement, j'avoue qu'on ne sort pas vers l'école, que ce soit l'école primaire ou secondaire, et surtout l'école secondaire, les lycées, pour faire des sensibilisations ou des causeries. À ma connaissance, non. Mais... D'abord, monsieur Wan. Ok. Oui. Au niveau des écoles, il y a des clubs. Des clubs d'abstinence, des clubs EVF, des clubs coins. EVF, éducation à la vie familiale, coin, centre d'orientation et d'information sur la sexualité d'une manière générale. Donc, ce n'est pas peut-être la sage-femme qui va aller pour vraiment sensibiliser ou bien faire des causeries avec les élèves ou étudiants, mais c'est plutôt peut-être par pair, PAIR, des élèves qui se prennent en charge,
qui ont des informations que peut-être d'autres n'ont pas, essayer de partager ces informations-là au niveau de leurs établissements respectifs. Ça, pour la sexualité et pour d'autres, encore une fois. Moi, j'avais envie de poser une question, c'est-à-dire sur le 21% que vous avez, le taux de contraception, est-ce que vous l'avez éclaté pour savoir quelle méthode contraceptive est beaucoup plus utilisée? Si ce sont les méthodes contraceptives qu'on appelle les CU, les contraceptions d'urgence, là, on peut s'alarmer peut-être. Mais si vraiment c'est la pilule ou bien le préservatif, non, c'est la pilule. C'est la pilule. D'accord, mais là, je pense que vraiment, c'est quelque chose que peut-être que, en tant que sociologue, je ne prends pas parti, je ne pourrais pas dire que c'est mauvais ou c'est bon, mais je peux dire qu'il faut s'inscrire dans une dynamique où il faudrait qu'on essaye de dire que la contraception fera de plus en plus partie de notre vie. Ce besoin qu'on a de mettre en exergue l'utilisation des contraceptifs. Pourquoi? Est-ce que c'est parce pour réduire un peu la population ou c'est quoi le souci? Il y a plusieurs enjeux. Moi, j'aimerais en distinguer peut-être 4 enjeux au moins. Il y a un enjeu moral, il y a un enjeu aussi identitaire, il y a un enjeu professionnel, bien entendu, il y a un enjeu démographique et en fait, il y a un enjeu géopolitique. C'est-à-dire géopolitique, peut-être les Occidentaux n'ont pas envie que les Sénégalais ou les Africains aient une population galopante. Ils bombardent d'informations, arrêtez de faire des enfants, quand vous faites des enfants, attention il y a IST, attention il y a SIDA, etc. Alors que le but visé en bas, c'est peut-être de freiner un peu, de nous faire peur, de freiner un peu notre démographie. Il y a un autre enjeu que je peux parler comme enjeu professionnel. Une femme qui travaille ne peut pas se permettre d'avoir des enfants 1 an, 2 ans, etc. Parce qu'elle a son boulot, et son boulot, ça demande certaines obligations qu'elle est obligée de satisfaire. Donc il faudrait peut-être qu'elle prenne des méthodes contraceptives afin de réguler juste ça. Il y a d'autres qui, comme moi, ont juste envie de satisfaire leurs besoins. Juste. Et donc, quand ils vont satisfaire leurs besoins, ils n'ont pas envie vraiment qu'après, au bout de 9 mois, il y ait une grossesse et que tout le monde tatoue, etc. Bon, ils font des contraceptions. Donc, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a plusieurs cas de figure et dans ces cas de figure-là, il y a plusieurs profils. Et tous ces profils-là concourent réellement à peut-être donner ce chiffre-là de taux de prévalence contraceptive qui est de 21%. Donc, je disais que si c'est la contraception d'urgence, peut-être que là, comme nous, on a fait, moi je suis dans un cabinet, on a fait une étude récente, on a vu que vraiment la contraception d'urgence est en progression extraordinaire. Et c'est là peut-être qu'il faut s'alarmer pour dire qu'avec les contraceptions d'urgence, ce n'est pas vraiment une denrée alimentaire. Il faudrait qu'on fasse attention et qu'on essaie de conscientiser mieux notre population par rapport à tout ça. Et la sage-femme peut-être... Vous savez, moi peut-être, je ne partage pas. Oui, je voudrais dire tout simplement que, vous savez, les méthodes l'usage même des méthodes contraceptives, en fait, ne sont pas du tout appréciées par l'islam en général. En fait, parce qu'elle enfreint même, si vous voulez, les lois établies par Allah subhanahu wa ta'ala en matière de reproduction humaine. Comme vous le savez, l'objectif premier du mariage, c'est d'avoir des enfants et de fonder un foyer, n'est-ce pas? Le mariage en islam, il est loin d'être une simple satisfaction de plaisir, n'est-ce pas? Si vous voyez même Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, il nous définit clairement donc les objectifs donc du mariage. Donc, cohabiter étroitement avec vos épouses et chercher dans cette cohabitation ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit en votre faveur, c'est-à-dire des enfants, n'est-ce pas? Donc l'objectif premier du mariage, c'est d'avoir des enfants et de fonder un foyer. Et c'est pour cette raison même que le prophète Mohammed nous dit même dans un hadith d'épouser des femmes amoureuses, n'est-ce pas? Des femmes fécondes, capables d'avoir des enfants, n'est-ce pas? Parce que le jour de la résurrection, en fait, pour surpasser en fait les autres communautés, le jour de la résurrection. J'aimerais revenir sur certains points, parce qu'elles ne sont pas contre, ainsi que Monsieur Wan, sur le fait qu'il faut que cela soit encadré, mais vous ne pouvez pas ne pas prendre en compte qu'il y a la pression démographique, qu'il y a également le fait qu'il y a des personnes qui peuvent se rendre malades sans pour autant ne pas savoir. Tout cela, si on doit encore reverser ces cas au niveau des structures sanitaires, alors qu'on pouvait l'éviter, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui temps de pouvoir, disons, voir un peu ce volet-là et pouvoir peut-être l'intégrer pour éviter certains problèmes? Oui, ce que madame avait dit, vous savez, l'espacement des naissances même. L'espacement a été prescrit même par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran. Donc, si véritablement le rapprochement des grossesses donc, impacte sur la santé de la maman, là, c'est un impératif quand même
pour la maman de faire, donc, de planifier ses naissances, n'est-ce pas? Le Coran nous l'a enseigné. Les mamans doivent allaiter 2 ans ferme donc leur enfant. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne donc l'espacement des naissances. Donc l'islam est pour ça, n'est-ce pas? Pour sauvegarder la santé de la mère et de son enfant. D'accord. Mais malheureusement, la plupart des couples ou des gens même qui s'adonnent aujourd'hui à ces méthodes contraceptives, donc ils le font pour des raisons peut-être purement économiques ou professionnelles. C'est que l'islam ne cautionne guère, n'est-ce pas? Parce que soit c'est pour fuir des charges supplémentaires, soit par crainte de pauvreté. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a clairement signifié. Il nous dit dans un verset وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. Donc dans ce verset, Allah nous dit ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui attribuons leur subsistance. Comme à vous aussi, n'est-ce pas? Alors, c'est une réponse, n'est-ce pas? Et même les ulémas sont tous unanimes donc, à travers ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala même s'en prend violemment donc, à ceux qui utilisent ces méthodes contraceptives pour des raisons purement économiques. N'est-ce pas? Ou professionnelles même. D'accord, Madame Diallo qui est en train de sourire depuis un moment. Je souris. Vous n'êtes pas d'accord avec Je suis tout à fait d'accord. Mais comme je dis, vous savez, Imam, on peut croire en Dieu, mais faire confiance en Dieu, c'est beaucoup plus difficile. Et ce que vous dites, c'est non seulement dire aux gens, croyez en Dieu, mais faites confiance en Dieu. Malheureusement, les temps sont tellement durs que les gens ont tendance maintenant à dire, mais Dieu m'a oublié. Donc Dieu m'a oublié, donc il faut que moi-même, je fasse en sorte de pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants et de ne pas en faire trop. Parce que Dieu m'a oublié, l'État m'a oublié, ma famille a oublié, l'économie m'a oublié, donc je ne peux pas. Vraiment, je caricature un peu, mais c'est ça. C'est ça que vous demandez aux gens. Et ça, je crois qu'on ne peut pas l'imposer aux gens. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est par rapport... moi, vraiment, j'aimerais revenir sur le rôle des parents. Je crois que l'essentiel doit être fait dans la famille, dans la cellule familiale. Dire ce qui est bien, parce que malheureusement, on oublie de dire des choses évidentes aux enfants. Que avoir des relations sexuelles hors mariage n'est pas recommandé. Avoir des relations sexuelles précoces n'est pas recommandé. Parce qu'en tout cas, pour le corps de la jeune fille, il n'est pas prêt à ça. Il n'est pas prêt à ça, il n'est pas prêt à supporter une grossesse. Donc je pense qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Faisons ce que nous devons faire en termes d'inculquer des valeurs à nos enfants et ensuite faisons face à la dure et triste réalité. Je voudrais partager avec vous une anecdote qui m'a été contée il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, lors d'une mission dans les régions sud du Sénégal. On utilisait justement tout ce qui est nouvelles technologies pour sensibiliser les jeunes, prévenir les nouvelles infections au VIH-Sida. Et dans un établissement scolaire, je ne veux pas citer le nom, un enseignant de CM2 nous a expliqué qu'il avait 2 élèves qui étaient en couple et le garçon avait engrossé sa petite copine. Et il les a eus en CM1 et en CM2, donc il a pris à partie le garçon et est venu lui dire « mais je ne comprends pas, comment tu as pu faire ça, etc. etc. » Le garçon lui a dit « ah pourtant monsieur, j'ai utilisé un préservatif mais je l'avais dans ma poche depuis longtemps, donc il a été détérioré. » Donc vous voyez, même quand on fait l'effort de parler aux enfants, le maître a fait son effort, son travail. Il a sensibilisé les jeunes en disant les nouvelles infections, etc. Mais la jeune fille n'a reçu aucune information. Elle a été enrôlée par son copain et elle s'est retrouvée, elle, à porter une grossesse. Elle a été exclue de l'établissement. Donc quelque part, c'est pour ça que je dis toujours, nous les mamans, parlons à nos filles. Parce qu'au final, c'est elles qui vont souffrir d'une grossesse indésirée, peut-être d'un avortement, d'un infanticide, ou tout simplement du déshonneur. Parce qu'il y a des familles dans lesquelles, si on ne se tient pas correctement,
quelque part, on se déshonore, on déshonore notre famille. Donc, comme je dis, revenons aux fondamentaux et appliquons la loi. La loi dit que la contraception est une méthode de régulation de naissance qui est ouverte à toutes les personnes actives sexuellement. Avant d'en arriver à Madame Diop, j'aimerais d'abord que l'on suive l'élément de Adja Antedja qui parle d'une réunion qui a été organisée par les acteurs de la société civile. Ils se sont penchés sur le repositionnement de la planification familiale en Afrique de l'Ouest. Le ministre de l'Élevage, Madame Aminata Mbengue Ndiaye, était la représentante de son homologue de la santé et elle a salué les efforts qui ont été déployés par le gouvernement. Selon elle, cela permettra au moins de pouvoir permettre à certaines filles de rester à l'école. Adja Antedja, nous suivons. Documenter et partager les réussites et les leçons apprises, y compris les outils et documents pertinents de référence tirés des interventions des coalitions des OIC, tel est l'objectif de l'atelier régional de partage sur l'engagement de la société civile dans le repositionnement de la planification familiale en Afrique de l'Ouest. Nous allons atteindre les résultats de plus de 27%, sinon passer à 45% comme on s'est dit d'ici 2020. Et ça, c'est le résultat d'abord de notre engagement, de notre accompagnement, de notre partenariat avec les pouvoirs publics, et cela doit véritablement faire tache d'huile. Les jeunes ambassadeurs en santé, de la reproduction et de la planification familiale étaient de la partie. Ils ont choisi le Sénégal parce que notre pays est une coalition parmi les 5 qui ont commencé à expérimenter le programme sur des objectifs de plaidoyer pour le repositionnement de la planification familiale dans notre sous-région. La société civile sénégalaise aussi s'est organisée pour prendre part et accompagner l'État à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. 27% de taux de prévalence de la couverture contraceptive. Le Sénégal a été le pays test sur tous les domaines lors de cette rencontre. Que l'accès des adolescents et jeunes à la planification familiale leur offre beaucoup d'avantages. La scolarisation sans interruption, la protection contre les grossesses précoces et non désirées et la possibilité d'exercer des activités génératrices de revenus. Et c'est tout le bonheur de constater que les points qui ont été abordés au cours de cet atelier. Au Sénégal, le taux de mortalité maternelle estimé à 315 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2015 est loin cependant de la cible initiale de 200 décès pour 100 000 naissances vivantes. Pour rappel, 9 pays étaient présents, dont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, entre autres. Toutes ces nations sont prêtes à combattre le risque élevé du décès maternel lié à plusieurs facteurs, dont le mariage d'enfants et grossesses précoces à travers la planification familiale. Imam, je vais revenir à vous. Vous allez dire que peut-être on s'acharne un peu sur les religions, mais ce n'est pas le cas. Quand on entend Madame la ministre, le gouvernement n'est pas encore satisfait du taux de prévalence de contraception. En tout cas, ce qui a encore été fait est insuffisant. Donc, de toute façon, nous, comme je l'avais dit, l'islam cautionne les méthodes contraceptives uniquement, exclusivement pour raisons médicales, n'est-ce pas? Si ce n'est pas une raison médicale, là, en fait, c'est une transgression même des lois établies par Allah subhanahu wa ta'ala. Là, nous sommes formels en tant que religieux, n'est-ce pas? D'accord, Madame Jo. Moi, je voudrais revenir sur le taux de prévalence. Il a posé la question tout à l'heure, à savoir, est-ce que c'est la contraception d'urgence ou les autres méthodes, vous l'avez dit, les pilules? C'est un ensemble, ce n'est pas les pilules tout court. Il y a les autres méthodes contraceptives. Depuis un bon bout de temps, comment on l'appelle, on pousse pas pousser, mais on encourage les gens à utiliser les méthodes longue durée. On fait la promotion des méthodes longue durée. Donc il y a les méthodes longue durée, il y a aussi la pilule,
il y a aussi des injectables. Donc c'est un ensemble, ce n'est pas la pilule tout court. Donc au niveau en tout cas des points de prestation, des centres de santé, postes de santé, l'utilisation, ce qu'on a remarqué, c'est que l'utilisation de la contraception d'urgence est vraiment minime, est très faible. Peut-être que si l'utilisation de la contraception est de façon élevée, c'est au niveau des officines. Okay. Aujourd'hui, est-ce que, on va dire, est-ce que cette information-là est assez vulgarisée? Parce que peut-être qu'au niveau de certaines zones, il nous arrive de suivre des éléments, ou en tout cas des reportages qui ont été faits à l'intérieur du pays. Il peut y arriver qu'au niveau des régions comme Kolda ou Matam, le taux de grossesse précoce est assez élevé. Est-ce que dans ces lieux-là, les contraceptifs sont disponibles pour que les gens puissent avoir accès, ou c'est l'information qui n'est pas c'est disponible jusqu'au point le plus reculé du Sénégal. Qui explique que... Ça rejoint avec les réalités ou les croyances. Il y a des personnes qui ne veulent pas utiliser, d'autres personnes ignorent. C'est pourquoi j'ai dit il y a l'information. Par exemple, ce n'est pas la disponibilité du produit, mais il y a toujours des poches de réticence. D'accord. Même si les besoins sont là, il y a des besoins non satisfaits liés à quoi? Point d'interrogation. Il faut aller interroger et aller beaucoup plus loin. L'utilisation de la contraception, est-ce que cela veut dire fondamentalement que ces femmes qui l'utilisent ne veulent pas avoir d'enfants? Non, non, c'est loin de là. Je dis que les indications sont multiples. Pas ne veulent pas avoir des enfants, non, c'est loin de là. Il y a des personnes peut-être qui sont à l'école, qui ne peuvent pas s'abstenir, des femmes qui sont à l'école, qui ne peuvent pas s'abstenir, qui sont célibataires, pour une raison ou une autre. Parce que dans tous les cas, on ne peut pas les contrôler n'importe où. Oui. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, mieux vaut les informer, les sensibiliser depuis l'école primaire, peut-être la classe de CM1, CM2, pour aller jusqu'au niveau secondaire. C'est pourquoi il y a aménagement, je crois, de certains centres ados. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Mais même on demande de créer des centres ou des bureaux ou des salles ados dans les structures sanitaires. Même si on les reçoit de façon tardive ou après les prestations habituelles, pour pouvoir les sensibiliser, pour pouvoir causer avec ces adolescents-là. Parce que si on dit grossesse non désirée, par exemple, en général, c'est l'ado. Ce n'est pas la grande personne, en général. Donc, je voudrais, vous m'aviez dit, est-ce que la question... La dernière question, contraception veut dire qu'on ne veut pas avoir d'enfants? Voilà, exactement. Non, j'ai dit qu'il y a beaucoup d'indications. Il y a beaucoup d'indications. J'ai cité les personnes qui sont à l'école. Mais il peut y avoir une personne qui est mariée et qui, par exemple, est en classe d'examen ou est en phase de test pour tel ou tel poste. Cette personne n'est pas prête pour faire une grossesse. Donc, elle veut faire sa contraception en attendant de terminer soit ses études ou de terminer les tests qu'elle veut faire. Mais aussi, il y a des indications médicales qui sont là. Elle a fait une césarienne. Peut-être elle ne doit pas tomber en état de grossesse tout juste après la césarienne parce qu'il faut que son utérus se cicatrise. Elle a fait, par exemple, une grossesse à risque. Imam a parlé tout à l'heure de l'allaitement pendant 2 ans. Mais il y a des personnes qui, malgré leur allaitement, et parfois allaitement exclusif, tombent en état de grossesse dans l'allaitement. Si la personne, ce qu'on dit en Wolof 9, si la personne a l'habitude de faire des grossesses rapprochées, si elle l'a fait une fois, 2 fois, peut-être elle ne veut pas que ça se répète. Ou même si elle l'a fait une fois, peut-être qu'elle ne veut pas que ça se répète. Elle ne veut pas, parce que là, il faut penser à l'enfant qui vient de naître. Tout récemment, nous personnellement, on a reçu une dame qui a accouché. Son enfant a 5 mois et elle est tombée à nouveau en état de grossesse. Et elle est venue, et en général, ce qu'elles demandent à faire, même si elles sont mariées, est parfois accompagnées de leur mari. Elles viennent pour demander l'avortement provoqué. Imam? Et parfois accompagnées de leur mari. Parfois même c'est le mari qui dit, nous on vient d'avoir un enfant qui est encore très jeune. Et on ne peut pas,
encore gérer une autre grossesse. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur cette grossesse-là? Quand c'est le couple qui demande maintenant, ça change tout. Oui, comme vous venez de le dire, votre question, en fait, la plupart aujourd'hui des gens qui s'adonnent à ces méthodes contraceptives, donc, ils le font pour ne pas tomber enceinte. La plupart. Je ne sais pas, est-ce que vous ignorez ça ou non? Donc, oui, pour tomber enceinte, autrement dit, en fait, c'est ça la définition de la contraception. Oui, pour ne pas tomber enceinte. Oui. Et dans ce cas-là, les non-mariés, en fait, peuvent s'infiltrer, vous voyez. Hein? Mais par exemple, si on en revient au cas que Madame Diop a souligné, donc, on peut être dans un couple sociale, quoi, et tomber enceinte alors qu'on n'a pas encore épuisé les 2 ans. Dans ce cas de figure, que faut-il faire? Imam, moi je pense qu'il faut vraiment saluer l'attitude d'un prestataire de santé comme Madame. Elle est là pour offrir un service que l'État du Sénégal a mis en place. Elle n'est pas là pour juger. Elle n'est pas là pour décider de qui est libertin, qui est correct, qui est religieux, qui suit les préceptes de l'Islam. Ce n'est pas son rôle. Et moi, je salue ce genre d'attitude. Vous êtes dans votre rôle. Dire, voilà ce que la religion dit. Moi, je suis dans mon rôle, parce que je dis, la loi nous permet, nous avons signé des instruments juridiques internationaux ratifiés, donc on doit appliquer. Maintenant, ça ne veut pas dire, je ne donne pas mon opinion. J'essaie de rester objective, factuelle. Pour revenir, c'était juste une petite précision, et c'est normal que vous ayez votre point de vue. C'est tout à fait à votre honneur. Moi, je voudrais un peu revenir sur les facteurs qui font qu'il y a le taux de prévalence contraceptive est relativement bas. Je pense qu'il y a au moins 4 facteurs sur lesquels tout le monde va être d'accord autour de la table. Le premier, c'est la réticence des maris. Je ne compte pas le nombre de femmes qui veulent prendre des méthodes contraceptives, qui en parlent à leur mari parce qu'elles ont des grossesses rapprochées, des grossesses pénibles, elles vomissent du début à la fin, mais qui ne peuvent pas en prendre parce que leur mari leur dit non. Et moi, j'avoue que je leur dis, votre mari vous dit non, vous avez des raisons médicales objectives qui font que vous ne devez pas avoir des grossesses rapprochées, mais vous avez le droit d'aller prendre une méthode contraceptive. Je les encourage à préserver leur santé. Ça, et je n'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. Et je le dis haut et fort. Deuxième facteur, deuxième facteur, il y a par rapport aux jeunes qui sont actifs sexuellement et qui n'ont pas accès aux méthodes de contraception. Il y a ce qu'on appelle chez nous la kersa, la honte. On sait ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, ce qui n'est pas accepté socialement. Et c'est quand même assez gênant, surtout quand on est dans des petites villes où tout le monde se connaît, d'aller au centre de santé où on risque de rencontrer sa tante, le voisin, etc. Bon, donc ça c'est un deuxième facteur. Troisième facteur, il y a les femmes immigrées. Ça c'est un vrai problème dans ce pays. Nous sommes dans un pays où des hommes épousent des femmes, consomment le mariage et les abandonnent pendant 10 ans, 15 ans. Ça s'est vu. Et ces femmes, elles ont, imam, excusez-moi le terme, des besoins sexuels. Quelquefois, elles cèdent à Shaitan et ces dames-là, moi, comme je dis encore, chacun ça tombe, mais je préfère que ces femmes-là aillent prendre une méthode contraceptive plutôt que de faire des enfants, tomber enceintes et les tuer, comme on en voit de temps en temps dans la presse. C'est triste, mais c'est comme ça. Et quatrième facteur, c'est l'ignorance. Mine de rien, il y a des gens qui ne savent pas que ce sont des méthodes accessibles du point de vue géographique, du point de vue financier, c'est pas très cher non plus. Ce n'est même pas cher. Et donc, l'ignorance, tout simplement, peut expliquer ce facteur. Monsieur Wan, qui est en train d'approuver depuis un moment,
les jeunes qui sont de plus en plus actifs sexuellement, va-t-on vers une société où il sera beaucoup plus difficile, on va dire, de cultiver certaines valeurs, comme cela a été le cas si on dépasse le fait qu'on avait nos aïeux des conseils qui nous étaient donnés et qu'on vit maintenant dans un monde où beaucoup de données ont changé, va-t-on vers ce genre de société? Oui, bon, moi je pense qu'on ira vers une société où la sexualité est libéralisée, carrément. L'Internet, les moyens de communication. C'est que ça dépend du fait qu'on devient des individualistes, c'est-à-dire on évolue dans des contextes ou bien dans des sphères où le regard sociétal ne peut pas nous suivre partout. Ne peut pas nous suivre partout. Les jeunes, ils bougent. C'est pas comme avant. Ils ne vont pas au champ et revenir à la maison pour aller au Dara, etc. Non. Maintenant, ils bougent. Quand ils quittent leur maison jusqu'à l'école, il y a tout un trajet. Ils peuvent bifurquer ailleurs. Personne ne peut le savoir. Et par rapport à ça, c'est pourquoi je disais qu'on évolue dans des lieux de perdition. C'est ce qu'on appelle les lieux de perdition. Tout le monde se perd en ville. Moi, quand je sors ici, je peux passer quelque part, voir une prostituée, revenir chez moi et aller prier. Qui le saura, personne. Donc, je veux dire, c'est la même chose avec les jeunes également. Quand ils sortent de chez eux, ils peuvent aller où ils veulent. Ils peuvent dire à leurs parents, oui, nous allons à l'école. Mais qui sait est-ce qu'ils vont à l'école? On ne sait pas. Mais, encore une fois, cela s'inscrit dans un cadre où il y a un développement de l'individualisme et il y a une libéralisation également de la sexualité. Est-ce qu'il faudrait le déplorer? En tant que sociologue, bon, nous, on ne prend pas position, on fait qu'observer et dire que la société, elle se présente de telle manière. Maintenant, puisqu'elle se présente de telle manière, il y a une hétérogénéité plutôt, il faudrait aussi une hétérogénéité de solutions. On ne peut pas tenir un seul discours univoque, une pensée unique, et dire que oui, tout le monde devrait le faire. Personne ne le fera de toute façon quand on tient un discours religieux, alors que les gens font ce qu'ils veulent, malgré que tout le monde le sait, hein, ce qu'en dit la religion. Ne faites pas ça, faites ceci, etc. Mais personne ne suit ça pratiquement. Pourquoi on ne le suit pas? Est-ce qu'on est devenu pratiquement des incroyants ou bien des mécréants? Bon, moi, je ne m'engage pas dans cette direction. Je dis tout simplement qu'on est dans un contexte où on se libère de la société. Comme le disent les sociologues souvent, le plus grand Dieu, c'est la société. Parce que quand elle interdit quelque chose, ou bien quand elle cautionne quelque chose, même si Dieu dit, ça ne passe pas. La preuve, c'est que la société a instauré pendant longtemps le système des castes, malgré ce qu'en dit la religion. Et jusqu'à présent, on sait les ravages que cela cause. Oui. Mais la religion a beau dire, a beau discourir, ça ne passe pas. Donc, également, acceptons que Dieu, c'est la société, en tout cas en tant que sociologue, et essayons de voir réellement comment... Imam, tenir un discours assez figé, on va dire, alors que, comme il l'a souligné M. Wan, il y a certains qui sont derrière, qui se cachent, et qu'on sait que ces personnes-là sont actifs plutôt sexuellement. Est-ce que c'est aujourd'hui le discours qu'il faut tenir, dire tout le temps que c'est interdit, tout en sachant que derrière, il y a des ravages? On va tenir ce discours, c'est interdit, mais au-delà de ça aussi, nous allons en fait proposer des solutions. Et la solution, ça a été clarifié par le prophète Mohammed alayhi salam. Donc, l'unique alternative, c'est d'exhorter nos jeunes donc, à se marier. C'est ça. Et ceux qui veulent pas gage aujourd'hui pour se préserver donc, de l'adultère. Ceux qui ne veulent pas se marier, et ceux qui sont encore jeunes, qui sont au niveau des établissements scolaires. Donc, peut-être donc c'est ça, donc c'est le mariage. Donc l'unique alternative qui s'impose, c'est d'exhorter nos jeunes à se marier. Ou à jeûner. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, si on veut se marier, ça nécessite un minimum de préparation, on va dire, financière. Donc je pense que moi je dirais plutôt jeûner. Oui. C'est pas parce qu'on le veut aussi qu'on a un mari. Il faudra d'abord trouver trouver la personne. C'est pas parce qu'on doit se marier qu'on est en mesure de trouver un mari. Ça, moi je crois que les responsabilités c'est partagé. D'abord c'est au niveau familial, ensuite au niveau scolaire. Il faudra qu'on change de politique. Le programme scolaire, moi je crois qu'il faudra revoir ça. Qu'est-ce qu'on donne? Quel est le programme à l'école? Avant, il y avait un comportement à l'école. Avant, il y avait des cours d'éducation civique. D'éducation civique. Est-ce que jusqu'à maintenant, il y a ces cours-là? La morale. Et avant, il y avait des cours de morale.
Maintenant, si on quitte le milieu scolaire, et ça c'est jusqu'au niveau secondaire, si on quitte le milieu scolaire, il faudra voir maintenant ce qu'on nous donne. On vient de dire tout à l'heure que les parents, et c'est vrai, ça c'est, nous sommes là, il l'a dit tout à l'heure, qui restent à la maison, même si on a quelques heures à passer ou quelques jours, 2 jours dans le week-end à passer avec les enfants, est-ce que c'est suffisant? Les enfants sont avec qui? Le matin jusqu'au soir, jusqu'à la descente des parents. Ils sont avec qui? Qui les encadre? Qui les surveille? Qu'est-ce qui se passe au niveau des médias? Qu'est-ce qu'on leur montre au niveau des médias? Est-ce que réellement on les sensibilise? On les donne ou on les éduque à travers les médias. Pratiquement tout le monde, à partir de certaines heures, ou même c'est 24 heures, dans 24 heures sur 24 heures, il y a des sketchs ou des séries. Mais à quoi ça va nous servir au finish? Ce qu'on nous montre incite les jeunes, les ados, à aller vers la débauche, excusez-moi, à aller vers l'Internet, à aller copier. Et en général, ce qu'ils copient, ce n'est pas la réalité. En général, c'est du trucage. Effectivement. Je crois que mieux vaut aller couper l'herbe dès la racine, dès le bas, que de laisser jusqu'à un certain développement pour pouvoir ensuite agir. Oui. Effectivement. Je crois que la contraception, ce qu'on parle de la contraception, il y avait la contraception avant, même s'il y a d'autres méthodes qui sont venues s'augmenter. Il y avait la contraception avant, mais les gens n'osaient pas peut-être l'utiliser s'il n'y avait pas d'éducation. Pourquoi il y a eu ce changement-là? Parce qu'il y a eu un changement de comportement de la population. Il y a eu absence peut-être d'orientation ou d'éducation. J'allais juste poser une question. Qui est connu depuis longtemps. Est-ce que c'est interdit par l'islam? Parce que bon, on dit que les Sahaba le faisaient, etc. Ils avaient demandé ça au prophète. Là, il y a des opinions différentes sur ça quand même. Moi, je voudrais rejoindre, excusez-moi, madame, c'est vrai ce qu'elle vient de dire. En fait, il y a aujourd'hui une fuite de responsabilité avérée de la part de certains parents. En fait, ils ne ménagent aucun effort, c'est vrai, en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. C'est le cas même de leurs soucis. Et il y a une éducation de base, vous savez, que le parent doit inculquer à son enfant avant que ce dernier n'affronte l'école ou les daras, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est cet effort d'éducation que les parents ne font plus. Ce qui a aujourd'hui accentué véritablement la crise des valeurs. C'est vrai, parce que l'enfant aussi ne peut pas être éduqué, en fait, excusez-moi du terme, par des domestiques, par des bonnes, n'est-ce pas? Il ne peut pas être éduqué également par un écran de télévision qui diffuse à longueur de journée des émissions qui n'ont pratiquement aucun contenu éducatif. Donc il y a une responsabilité avérée de la part de certains parents. Madame Diop, vous avez chanté, on va dire, les vertus de la contraception, mais j'aimerais aussi qu'on revienne sur